Une finale continentale. Il faut imaginer l'ambiance, la tension qui pèse sur des dizaines de milliers de personnes. Et pour toute une nation, le Maroc, c'est l'attente d'un titre depuis un demi-siècle. 50 ans. C'est une éternité en football. On s'attend à une fête, à un couronnement. Et puis, en quelques minutes, tout s'effondre. Le sport disparaît et il ne reste qu'un malaise. L'impression que le jeu lui-même n'est peut-être pas propre. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre le contexte. Ce n'était pas un match anodin. D'un côté, on a le Maroc, le pays hôte, avec une pression politique, populaire, qui est juste monstrueuse. Et de l'autre, le Sénégal, le champion en titre, une équipe solide, sûre d'elle. Eux, ils viennent pour confirmer leur statut, pas juste pour participer. Donc dans ce genre d'atmosphère, chaque décision de l'arbitre, chaque coup de sifflet prend une dimension politique. Et ces soupçons latents, ils vont devenir une quasi-certitude pendant les prolongations. C'est là que le match dérape. Racontez-nous cette séquence. Ça commence par un but sénégalais qui semble parfaitement valable. Parfaitement valable, c'est le mot. L'action est claire, nette. Tous les observateurs, les consultants, les anciens arbitres, tout le monde est unanime, le but aurait dû être accordé. C'était le but du titre, potentiellement. Mais l'arbitre signale un hors-jeu que personne ne comprend. Et là, premier problème. Aucune communication avec l'assistance vidéo. Le VAR reste muet. Ah, le fameux VAR. L'outil qui devait apporter la justice absolue, la vérité par l'image. Mais ce soir-là, la machine a décidé de faire une sieste. C'est commode. C'est plus que commode. C'est une rupture de protocole. Le VAR a été inventé précisément pour ça. Pour une action capitale, qui peut être décisive. Le fait que l'arbitre vidéo n'intervienne même pas pour suggérer une vérification, c'est en soi une faute professionnelle. C'est le filet de sécurité qui a été, disons, volontairement ignoré. Et ce n'est que le début. Oui, parce que quelques minutes après, on bascule presque dans l'absurde. Un joueur marocain, Brahim Diaz, s'écroule dans la surface adverse. Le contact a l'air... léger. Très léger. Le genre d'action où, 9 fois sur 10, le jeu continue. Mais là, miracle, la technologie se réveille. Et c'est là que la controverse explose. Ce 2 poids 2 mesures. Un but évident pour le Sénégal, refusé sans même un coup d'œil à l'écran. Et un contact très discutable pour le Maroc. Non seulement le VAR intervient, mais l'arbitre central, après visionnage, accorde le pénalty. Le pénalty du titre à quelques minutes de la fin. Et l'homme dans la cabine vidéo, celui qui était silencieux avant et qui est subitement très bavard, il faut le nommer. C'est le Gabonais Pierre Hatcho. Son nom va devenir central. Donc, si on résume, l'outil censé garantir l'objectivité est utilisé de manière totalement subjective. C'est presque pire que l'erreur humaine parce que ça a l'apparence de la technologie, de la vérité. Et face à ça, la réaction sénégalaise est explosive. Les joueurs quittent le terrain. C'est un geste d'une force incroyable, en pleine finale. Alors est-ce que c'est de l'émotion pure, une équipe qui se sent volée, ou est-ce qu'il y a déjà un calcul, une façon de mettre la pression, d'exposer le scandale? C'est un mélange des deux. La colère, elle est réelle, elle est brute. Imaginez la situation. Vous marquez un but valable, on vous l'annule, et juste après, on offre un pénalty à l'adversaire. L'injustice est totale. Mais très vite, la lucidité reprend le dessus. Et c'est là qu'on voit l'intelligence d'un leader comme Sadio Mané. Il comprend que partir, c'est perdre par forfait. C'est acter l'injustice. Alors pendant presque 10 minutes, il n'est plus un footballeur. Il est un diplomate. Il calme ses coéquipiers, il discute avec les officiels et son message est clair. On va y retourner et on va gagner sur le terrain. Il a transformé cette frustration en une force mentale incroyable. Et pendant que le Sénégal se remobilise, de l'autre côté, c'est l'inverse. Le Maroc a son pénalty. L'occasion en or de finir le match. La pression est immense. Brahim Diaz s'avance. Et il tente une panenka. Ce petit ballon piqué, plein d'audace. S'il réussit, c'est un geste de génie. S'il échoue, c'est un échec total. Le ballon arrive mollement dans les bras du gardien qui n'a même pas eu à bouger. Psychologiquement, c'est un tournant majeur. Une panenka, c'est un geste de domination. C'est dire « je suis tellement au-dessus de tout ça ». Mais là, c'était de l'arrogance ou de l'inconscience. Face à ce gardien, dans ce contexte, c'était un cadeau. Cet échec n'est pas que technique, il est presque moral. Du coup, la pression a changé de camp. D'un seul coup, le Sénégal est revenu sur le terrain non plus en victime, mais en mission.
Une forme de justice poétique en somme. Mais revenons à l'homme au centre de tout ça. Cet arbitre, Pierre Hatcho, son nom, on l'a dit, circulait déjà. Est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur un seul homme? N'est-ce pas plutôt le système qui le met là en finale, alors qu'il a visiblement des antécédents? C'est la question fondamentale. Et vous mettez le doigt dessus. Pierre Hatcho n'est pas un inconnu. Et ce qui rend l'affaire encore plus grave, c'est qu'il a été au cœur d'une polémique quasi identique quelques semaines avant. Un match entre l'Algérie et le Nigeria. Hatcho était là aussi à la VAR. Il y a une faute évidente sur un attaquant algérien, un pénalty flagrant. Et là, silence radio. Comme pour le but sénégalais, il ne signale rien à l'arbitre, c'est un copier-coller. Attendez, ça veut dire qu'une autre fédération, l'Algérie, avait déjà signalé cet arbitre pour un comportement suspect. Donc ce n'est plus un incident isolé, c'est un schéma qui se répète. Exactement. La Fédération algérienne de football a monté un dossier très solide, avec des analyses vidéo, des rapports. Et elle a déposé une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football, la CAF. Donc au moment où la CAF nomme Pierre Hatcho pour la finale, l'événement le plus prestigieux du continent, elle a sur son bureau une plainte formelle qui l'accuse de partialité. Et elle le nomme quand même. L'incident de la finale Maroc-Sénégal ne fait donc que donner un poids énorme au dossier algérien. Mais cette fois, le scandale a lieu en Mondovision. Une plainte qui traîne dans les tiroirs de la CAF, on imagine assez bien comment ça se termine d'habitude, non? Des commissions, des délais, et puis plus rien. Pourquoi cette fois ça pourrait être différent? Ça change tout. Parce que la fédération algérienne a compris qu'elle n'obtiendrait rien au niveau continental. Alors elle a joué une carte beaucoup plus risquée. Elle a court-circuité la CAF, elle a transmis l'intégralité du dossier, maintenant enrichi avec le scandale de la finale, directement à la FIFA, à Zurich. Ah oui! C'est une déclaration de méfiance, presque de guerre, envers sa propre confédération. On passe donc d'une affaire africaine à une affaire mondiale. La FIFA s'en mêle. Concrètement, ça veut dire quoi? Les enjeux sont plus les mêmes, j'imagine. Ils sont décuplés. Le dossier arrive sur le bureau de la commission d'arbitrage de la FIFA. Et le patron de cette commission, c'est l'Italien Pierluigi Collina, une légende, une figure d'intégrité absolue. Quand Collina ouvre une enquête, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et là, le problème change de dimension. Parce que Pierre Hatcho, il est sur la liste des arbitres présélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. La FIFA ne peut pas se permettre d'envoyer au mondial un arbitre soupçonné d'avoir manipulé 2 matchs cruciaux en si peu de temps. La pression sur la CAF devient maximale. C'est sa propre crédibilité qui est en jeu. Finalement, c'est qu'assez fascinant. Le Sénégal a gagné le match sur le terrain, la coupe est à Dakar, on pourrait se dire que la justice sportive a triomphé et classé l'affaire. Mais le résultat est presque devenu un détail. Cette soirée, elle a surtout servi de révélateur. La vraie compétition, elle ne se joue peut-être pas sur la pelouse, mais dans les coulisses, dans les luttes d'influence, le football comme prétexte. C'est le point essentiel. L'affaire dépasse largement un pénalty accordé ou refusé. Elle pose une question fondamentale sur la gouvernance. Quand la confiance dans une institution continentale est si érodée que ses propres membres doivent faire appel à une autorité mondiale pour obtenir justice, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça dit sur sa souveraineté, sur sa crédibilité? On est au-delà du sport. Et la vraie question qui reste, c'est si la justice ne peut être garantie au niveau continental, qui gouverne vraiment le football africain? C'est peut-être ça le vrai match qui commence.